Excellent. Donc, je vous remercie à tous de vous être joints à nous. Bonjour à tous. Mon nom est Romain Rigal. Je suis directeur des programmes et services chez Parkinson Québec. Je vous remercie d'être si nombreux aujourd'hui à notre webinaire mensuel. Ce mois-ci, nous avons l'immense privilège de recevoir deux invités de marque pour vous donner un aperçu de la recherche en cours et plus spécifiquement sur les infrastructures de recherche au Québec. Nos invités sont Rosbeth Slattery, qui est coordonnateur du réseau Parkinson Québec, et Wes Garish, un participant à plusieurs projets de recherche. Avant de commencer cette présentation, j'aimerais vous rappeler plusieurs points d'ordre logistique afin de faciliter le déroulement de la présentation. Donc, en tout premier lieu, j'aimerais vous dire que cette présentation est également traduite. So for those of you who speak English, you can access our simultaneous translation services. You can, if you don't know how, you simply have to look into the chat and you'll find a link to get access to the translation service. Pour ceux qui parlent français, vous pouvez continuer à m'écouter régulièrement. Donc, je vous rappelle que toutes nos conférences sont enregistrées, donc elles sont accessibles sur notre site Internet. Vous allez recevoir quelques jours après cette conférence un lien pour revisionner la conférence si vous le souhaitez. Pour faciliter le flux de la présentation, je vais vous demander de couper vos micros, c'est probablement déjà le cas. J'aimerais aussi que vous coupiez vos caméras. Ça va être beaucoup plus facile au niveau du flux de la présentation, ça risque de moins laguer en bon français. Il y aura naturellement une période de questions à la fin de cette présentation, mais vous pouvez à tout moment écrire vos questions dans la petite boîte de chat ou le fil de discussion. Dernièrement, j'aimerais vous rappeler que l'objectif majeur de cette présentation, c'est clairement de vous donner un état sur l'avancement de la recherche, mais également d'accélérer le rythme de production de la connaissance sur la maladie de Parkinson. Donc, à la fin de ce webinaire, vous recevrez un questionnaire par courriel qui vous demande si vous êtes intéressé à participer à des projets de recherche. Parce que, rappelez-vous, il ne peut pas y avoir de recherche qui se passe sur le Parkinson sans que des patients ou des proches aidants participent à la recherche. Vous faites tous donc partie de la solution. Donc, sur ce, je vous propose de commencer notre présentation. Et encore une fois, au nom de Parkinson Québec, j'aimerais remercier nos présentateurs et vous tous qui prenez le temps aujourd'hui de vous informer sur les progrès de la recherche dans le domaine du Parkinson. Donc, quels sont les objectifs de cette conférence? Donc, tout d'abord, je vous présenterai une vue d'ensemble des nouveaux médicaments qui seront potentiellement sur le marché et qui pourront traiter la maladie de Parkinson. Ensuite, Rosbeth vous présentera la communauté des chercheurs du Parkinson et les infrastructures qu'ils utilisent pour faire progresser la connaissance sur la maladie. Et finalement, je vous présenterai un patient qui, lui, a décidé de s'impliquer dans la recherche et il vous présentera son expérience dans le domaine de la recherche sur le Parkinson au Québec. Donc, je vais vous donner un aperçu très de haut niveau sur les médicaments potentiels. Puis je dis bien potentiels parce que ce sont des médicaments qui sont à l'étude aujourd'hui. Donc, c'est des médicaments qui sont dans un portefeuille de recherche. On essaye de voir s'ils sont efficaces et on veut voir également s'ils sont sécuritaires. Donc, c'est vraiment un survol de la recherche sur les médicaments. Il faut savoir que dans la vie, il n'y a pas que la recherche sur les médicaments. Il y a beaucoup de types de recherche. Il y a la recherche qu'on appelle la recherche clinique, avec notamment les essais cliniques qui contiennent la phase 1, 2, 3. J'en vais en parler dans quelques secondes. Mais la recherche, c'est pas uniquement ça. La recherche, ça peut être de la recherche fondamentale sur les animaux, sur des cellules, ça peut être des modèles théoriques, ça peut être de l'imagerie. Vraiment, il y a de la recherche et beaucoup au Québec qui se passe donc
dans tous les champs. Recherche fondamentale, recherche clinique qui, elle, se passe sur des êtres humains, vous et moi, des patients, mais aussi des proches aidants, parce qu'on a besoin de comprendre non seulement comment la maladie évolue, donc on a besoin de patients, mais on a besoin de contrôles. Les contrôles, ce sont des personnes qui ont un développement cellulaire normal. Donc, eux n'ont pas la maladie. Et on a besoin d'évaluer parallèlement les gens qui ont la maladie et les gens qui n'ont pas la maladie. Donc, les deux types de personnes sont tout à fait euh, éligibles à participer à des projets de recherche clinique ou recherche épidémiologique. Recherche épidémiologique étant beaucoup plus basée sur des bases de données ou sur des enquêtes. Donc, voilà les trois grands types de recherche. La recherche fondamentale, je vous le disais, l'imagerie, les cellules, les animaux, c'est ce qu'on s'imagine se passer dans un laboratoire. La recherche clinique qui concerne beaucoup les patients, c'est beaucoup ce qui est proposé dans les grands centres de recherche universitaires au Québec. Et la recherche épidémiologique qui, elle, se passe, comme je vous le disais, sur des bases de données ou sur des enquêtes, et là qui implique beaucoup moins d'engagement au niveau des patients et de leurs proches aidants, mais c'est de la recherche qui est tout de même très importante parce qu'elle permet d'ouvrir des avenues. Nous, aujourd'hui, on va se concentrer sur la recherche clinique, la phase 1, 2, 3, qui sont les phases de découverte et de validation de l'efficacité et de la sécurité des médicaments. Et si je veux vous en parler de manière si longue, c'est que vous compreniez et que vous n'ayez pas à me poser directement la question, mais dans combien de temps allons-nous avoir un nouveau médicament qui règle le problème de la maladie de Parkinson? Je vais vous montrer à travers ce diagramme par quelles étapes doit passer un médicament ou par quelles étapes doivent passer des molécules avant d'arriver sur une tablette de pharmacie et surtout d'arriver sur une tablette de pharmacie à l'état remboursé. Donc, vous le voyez tout à fait à gauche de votre écran. La recherche fondamentale, c'est le domaine de la production des molécules. Donc, pour obtenir un médicament qui est approuvé par Santé Canada, ça prend 10 000 molécules qui sont testées en laboratoire. Ce qu'on teste en laboratoire, c'est est-ce que réellement elles ont un potentiel à devenir des molécules intéressantes pour agir sur les mécanismes fondamentaux de la maladie de Parkinson. Ensuite, on passe en recherche préclinique. Ce sont principalement, on va le tester sur des cellules ou sur des animaux. Ensuite, on rentre dans le vrai domaine de la recherche clinique, la phase 1, où on va essayer sur une gang d'étudiants, par exemple, des jeunes volontaires sains. On va évaluer la tolérance de la molécule pour l'organisme. Ensuite, on va bouger, donc ça va être peut-être une vingtaine de personnes. La phase 2, une centaine de personnes. On va évaluer donc la sécurité du médicament, mais également l'efficacité. La phase 3, c'est véritablement la grande phase qui permet de déterminer si le médicament est un médicament efficace. Et c'est sur ces données-là que Santé Canada va se baser pour approuver un produit et le rendre disponible au Canada. Donc, vous voyez, je vais vous présenter beaucoup de molécules tout à l'heure. Avant qu'elles ne soient disponibles sur les tablettes des pharmacies, ça prend entre 5 et 7 ans avant d'arriver à Santé Canada, 1 à 2 ans pour l'approuver par Santé Canada, puis il y a tout un processus de remboursement, d'évaluation, voir si c'est non seulement pertinent pour la société de rembourser de ce genre de médicaments, pertinent pour les patients, pertinent pour les associations de patients, de voir est-ce que c'est vraiment indispensable d'avoir ce médicament et ces médicaments ont des coûts. Donc, il est important de s'assurer qu'on investit notre argent correctement. Donc, il y a une évaluation pharmacoéconomique
Et ensuite, le gouvernement va décider va négocier en fait avec les laboratoires pharmaceutiques pour voir si effectivement on peut se payer ce médicament. Voici à quoi ressemble le portefeuille de médicaments. Il y a présentement 142 molécules en évaluation. Ces molécules, elles sont divisées en deux grandes familles. Les molécules qui peuvent changer le cours de la maladie, et ça, c'est vraiment les molécules sur celles sur lesquelles on base le plus d'espoir. Ce sont les molécules qui pourraient permettre de soit stopper le processus de développement de la maladie de Parkinson, soit le ralentir, ou on pourrait même rêver et complètement le renverser, ce processus de dégénération. Donc, c'est vraiment, on a 59 molécules aujourd'hui qui sont dans cette grande famille des molécules qui modifient le cours de la maladie. Ce qu'on observe, une autre grande famille, ce sont les molécules qui gèrent les symptômes de la maladie. Donc, vous savez que depuis maintenant presque plus de 60 ans, on vit avec un ensemble de molécules qui nous aident à mieux gérer les symptômes de la maladie. Ce sont des molécules très, très importantes et vous le savez tous aujourd'hui. Vous prenez ces molécules, pas celles qui sont devant vous à l'écran, mais celles qui sont sur votre tablette, sur votre lavabo, dans votre salle de bain, celles qui sont dans votre quotidien. Toutes ces molécules appartiennent à la grande famille des molécules qui traitent les symptômes de la maladie. Donc, voilà, le split, c'est 40% des molécules en évaluation sont des molécules qui modifient le cours. Si vous regardez ce diagramme, vous allez être, c'est pas la peine de prendre 30 ans que ça à ça, mais il y a une espèce de mélange entre des codes comme CVL 751 et des noms de molécules. Par exemple, exénatide, mémantine, si je regarde les molécules qui sont en phase 3 pour la grande famille des molécules qui modifient le cours de la maladie. La grande chance de ces produits qui ont déjà un nom, ce sont principalement des molécules qui sont utilisées dans d'autres indications, pour d'autres maladies. Par exemple, si je prends le cas de l'exénatide, c'est une molécule qui est déjà utilisée dans le domaine du diabète. La mémantine est déjà utilisée dans le domaine de l'Alzheimer. Ce que ça veut dire qu'il y a beaucoup moins de tests à faire aujourd'hui pour les rendre disponibles. Santé Canada sait déjà que ces produits sont des produits sécuritaires dans certaines populations. Par exemple, la mémantine, produit déjà sécuritaire dans le domaine de l'Alzheimer et qui est même parfois utilisé dans le domaine du Parkinson pour la démence. Aujourd'hui, on se rend compte que la mémantine pourrait avoir un effet dans la modification du cours de la progression de la maladie. L'ambroxol, pareil, ce sont rivastigmine, simvastatine, qui est un produit qui est couramment utilisé pour gérer l'hypercholestérolémie. Tout ça, ce sont des produits connus. Donc, ce sont des produits qui vont avancer plus rapidement dans le portefeuille de projet. Donc, rappelez-vous, phase 3, ce sont les molécules qui sont le plus au centre. Ce sont des molécules qui sont proches d'arriver. Dans 1 à 2 ans, elles vont arriver dans les mains de Santé Canada qui va pouvoir dire oui ou non, on accepte que ces molécules soient disponibles dans le marché canadien. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on a 2 molécules très prometteuses, l'exénatide et la mémantine, qui sont en phase 3 aujourd'hui.
et qui, dans les prochaines années, devrait pouvoir, si elle continue à fournir des données aussi positives qu'elles le fournissent aujourd'hui, elle pourrait se retrouver sur les tablettes des pharmacies canadiennes. De la même façon, on a des produits comme l'apomorphine ou la rivastigmine, je vous donne la safinamide, qui sont, eux, des produits qui sont en phase 3 et qui vont être euh, autorisés par Santé Canada, mais là, beaucoup plus pour gérer les symptômes. J'espère que c'est clair pour vous. C'est toujours étrange sur Zoom de vous parler sans avoir de feedback. Je vous ai parlé de toutes ces molécules. C'est vraiment intéressant, mais je me suis dit que ça serait encore plus intéressant si je vous expliquais quelles étaient les approches qui sont généralement envisagées pour traiter la maladie de Parkinson. Donc, vous avez devant vous, non seulement moi, mais sur l'écran, vous avez une représentation d'un neurone dopaminergique. Un neurone, c'est la cellule, c'est une cellule nerveuse, et dopaminergique, ce sont ces cellules nerveuses du cerveau qui produisent de la dopamine et qui malheureusement font grand défaut chez les gens qui vivent avec la maladie de Parkinson parce que plusieurs processus cellulaires entraînent la dégénérescence de ces cellules. Donc devant vous, vous voyez un neurone dopaminergique avec en bas à droite, sous forme hélicoïdale, c'est le noyau et son ADN, c'est le cœur de la cellule. Vous avez en haut la petite forme bizarre, ça s'appelle une mitochondrie. La mitochondrie, c'est le poumon, c'est comme le moteur de la cellule. C'est elle qui permet de générer de l'énergie pour la cellule. Et vous avez une petite porte à gauche. Cette porte, il en existe des milliers, c'est elle qui permet de contrôler l'entrée et la sortie de substances dans la cellule. Donc maintenant que je vous ai donné ce petit cours de biologie 101, je vais vous montrer quelles sont des grandes pistes qu'on peut utiliser pour envisager de traiter la maladie de Parkinson. En premier lieu, vous avez probablement déjà entendu parler de ce mot, alpha-synucléine. L'alpha-synucléine, c'est une protéine qui est naturelle dans les neurones dopaminergiques. Elle est présente chez tout le monde. Malheureusement, chez les patients qui vivent avec la maladie de Parkinson, cette protéine a tendance à former des gros agrégats. Et une fois qu'il y a ces agrégats qui sont formés, ça cause la mort des neurones. C'est vraiment une des grandes pistes. Comment faire pour que non seulement cette alpha-synucléine ne se combine pas en gros agrégats, ou voyons comment on pourrait l'évacuer. Un deuxième processus qui cause la maladie de Parkinson, c'est l'inflammation et l'oxydation. Donc, les neurones ont eux-mêmes, l'inflammation et l'oxydation, ce sont des déchets, on peut les imaginer comme ça, qui entraînent la mort des neurones dopaminergiques. Un autre problème souvent rencontré chez les gens qui vivent avec la maladie de Parkinson, c'est la dysfonction mitochondriale. Ce que ça veut dire tout simplement, c'est que le moteur du neurone ne fonctionne plus. Il n'y a plus d'énergie et comme tous les véhicules qui n'ont plus d'énergie, ils arrêtent de fonctionner et au bout d'un moment, ils meurent. Qu'est-ce qu'on peut faire? Première chose, on peut essayer de protéger les neurones. Donc, il y a beaucoup de molécules qui vont s'employer à faire ça, à justement offrir une meilleure protection neuronale, que ce soit contre l'inflammation, que ce soit contre l'alpha-synucléine, ou tout simplement renforcer tous les processus qui vont permettre d'éliminer les toxines
à l'intérieur du neurone. Qu'est-ce qu'on peut faire également? On peut aussi donner des facteurs pour qu'il y ait plus de neurones qui naissent. Finalement, des neurones, c'est comme des fleurs. On n'a pas juste à les arroser, mais plusieurs molécules permettent justement une croissance du pool de neurones dopaminergiques ou une différenciation cellulaire, ça veut dire il existe dans le cerveau une quantité d'autres cellules, d'autres types de neurones, mais aussi d'autres types de cellules qui entourent les neurones. Et l'idée de ces molécules, c'est d'aider ces molécules d'aider ces cellules environnantes à se transformer en neurones dopaminergiques. La grande idée derrière ça, c'est si le pool initial de neurones dopaminergiques des gens qui vivent avec la maladie de Parkinson est diminué, on va leur permettre d'avoir plus de neurones en leur donnant justement ces facteurs de croissance et ces facteurs de différenciation. Qu'est-ce qu'on peut faire également? C'est jouer sur la flore intestinale. Vous avez peut-être entendu parler du microbiome intestinal et du lien qu'il y avait entre cette flore intestinale et le développement de la maladie de Parkinson. On pourrait faire un webinaire et on fera probablement un webinaire entier sur le sujet. C'est vraiment passionnant. Mais beaucoup de chercheurs se sont rendus compte qu'en modifiant la flore intestinale, on était capable non seulement de modifier, on est capable de modifier certains symptômes de la maladie de Parkinson. Une dernière approche qui est vraiment très intéressante et qui est très étudiée à Montréal, justement, c'est de percevoir la maladie de Parkinson comme une maladie immunitaire. Donc finalement, ce qu'on va essayer de faire, c'est de diminuer la réaction de notre système immunitaire qui, lui, produit des anticorps qui ne reconnaissent plus les neurones dopaminergiques et donc libèrent des substances qui vont dégrader ces neurones dopaminergiques. Donc, c'est vraiment un paradigme complètement différent de perception de la maladie. On a d'un côté, par exemple, la maladie de Parkinson est une maladie inflammatoire. D'un autre côté, la maladie de Parkinson est une maladie liée à l'accumulation d'alpha-synucléine et de toxines. Et d'un autre côté, la maladie de Parkinson est une maladie immunitaire. Donc, vous comprendrez bien qu'en fait, il existe beaucoup d'approches envisagées, mais malheureusement encore, on ne comprend pas bien les mécanismes fondamentaux qui causent la maladie de Parkinson. Donc, j'espère vous avoir éclairé sur ces approches, sur même les causes réelles ou les causes fondamentales de la maladie de Parkinson. Maintenant, j'aimerais vous parler des produits, des prochains médicaments qui sont potentiellement disponibles sur les tablettes de pharmacie. Donc, je vous l'ai dit, en phase 3, ce sont les médicaments qui vont être le plus rapidement disponibles. En phase 3, ce sont les médicaments de demain. On a, comme je vous l'avais dit, deux produits, l'exénatide et la mémantide, qui sont deux produits aujourd'hui déjà utilisés dans d'autres indications et qui sont les deux produits qui permettent de potentiellement changer le cours de la maladie. Le reste des produits sont des produits qui vont changer ou soulager les symptômes de la maladie. Donc, vous voyez, sur 19 molécules, on a seulement 2 molécules qui permettent de changer le cours de la maladie. Ça veut dire que notre portefeuille de molécules en phase 3, on est quand même content parce qu'il y a 2 molécules qui nous laissent voir un espoir
dans la modification du cours de la maladie. Cependant, dans le domaine de l'Alzheimer, par exemple, le portefeuille est complètement inversé. On voit beaucoup de médicaments qui sont disponibles et qui, pas disponibles aujourd'hui en pharmacie, mais au moins disponibles à ce stade-là de recherche. Et ce sont, dans le domaine de l'Alzheimer, principalement des médicaments qui, justement, modifient le cours de la maladie. Donc, vraiment, la recherche dans l'Alzheimer est vraiment très orientée sur la modification du cours de la maladie. Malheureusement, dans le Parkinson, ce n'est pas le cas. Et la raison essentielle, c'est que les causes réelles de la maladie de Parkinson sont encore moins bien comprises que les causes de la maladie d'Alzheimer. À quoi ressemble le portrait des médicaments les plus précoces? Donc là, je voulais vous montrer les médicaments qui, eux, sont en phase 1. Ce sont des médicaments qui arriveront probablement, pour les plus chanceux de ces médicaments, sur les tablettes de pharmacie dans 6 à 7 ans. Il existe dans ces médicaments en phase 1 beaucoup de médicaments, comme je vous le disais, qui sont déjà utilisés dans d'autres indications. Là, tous les médicaments qui ne sont pas utilisés avec des noms de code, ce sont des médicaments qui sont utilisés. Par exemple, la clarithromycine, c'est un antibiotique très connu. Le lithium, c'est très utilisé dans la gestion de la dépression. Ce sont des médicaments qui, eux, ont une chance d'avancer plus rapidement. Donc, quand je vous parlais de 6 à 7 ans, peut-être que pour ces médicaments, il y aura une progression plus rapide dans le cours de développement. Cependant, j'aimerais vous mettre en garde. Les médicaments qui sont en phase 1, ce sont beaucoup des médicaments à laisser. Malheureusement, beaucoup de ces médicaments ne se rendront jamais en phase 3, soit parce qu'ils ne sont pas sécuritaires, soit parce que c'était un bon guess. On se disait, il y a une bonne chance que ça fonctionne bien. Cependant, ce sont quand même 46 nouveaux agents et on doit se réjouir de voir qu'on a une communauté scientifique qui travaille sur une telle quantité de produits. Ce que j'aimerais vous présenter maintenant est passer la main à mon collègue Rosberg qui s'occupe du réseau Parkinson Québec et donc pour qu'il puisse vous présenter l'infrastructure de recherche au Québec et vous présenter tout ce qui se passe. Moi, je vous ai donné un portrait mondial sur qu'est-ce qui se passe dans le monde du développement des médicaments. Lui va vous donner une vision beaucoup plus précise sur ce qui se passe au Québec, mais encore plus précisément, c'est pas dans le monde du médicament, c'est beaucoup plus large que ça. Donc, Rosbé, je te laisse la parole. C'est à toi, Rosbé. Bonjour. Bonjour, Est-ce que vous Rosbé. Merci beaucoup. Oui, Merci. je vous Est-ce que vous entends très bien. m'entendez bien? OK, parfait. Tout d'abord, je voudrais dire merci à Roman Parkinson Québec d'organiser cet webinaire et aussi pour nous donner l'occasion de parler un peu sur la recherche sur la maladie de Parkinson au Québec. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler un peu sur le réseau Parkinson Québec ou RPQ. Aussi l'infrastructure de recherche sur la maladie Parkinson. Donc, sans plus tarder, allez, on peut regarder la prochaine step. Oui. Sans plus tarder, je vais juste me présenter. Je suis coordinateur de recherche dans le réseau Parkinson Québec. Et le réseau Parkinson Québec, ou RPQ, a démarré en juin 2013
prises pour favoriser la collaboration des différents acteurs de la lutte contre la maladie de Parkinson. C'est un réseau thématique qui est financé par le Fonds de recherche de la santé du Québec, FRSQ. Mais c'est quoi l'idée principale du réseau Parkinson Québec? C'est pour stimuler la création de partenariats de recherche et de faciliter la collaboration entre les chercheurs, les cliniciens et les patients pour accélérer le partage de données. Et aussi pour encourager la participation des patients ou des participants plus actifs dans la recherche. Mais finalement, le but essentiel qu'on poursuivre est mieux comprendre et traiter la maladie de Parkinson. Mais quels sont les objectifs de Réseau Parkinson Québec? L'optimisation de recherche, c'est le plus important, l'objectif de notre réseau. Mais c'est quoi l'optimisation et qu'est-ce qu'il faut faire pour optimiser la recherche sur la maladie de Parkinson? Comme vous savez peut-être, l'un des principaux obstacles de recherche pour traiter différentes maladies, c'est qu'il n'y a pas de connexion entre les gens qui souffrent d'une maladie et les chercheurs et les cliniciens. Donc, en fait, on va trouver une connexion entre les gens et les gens qui souffrent de la maladie de Parkinson et aussi les cliniciens et les chercheurs. Je pense qu'il y a un problème de son. Je vais juste vérifier si je peux. Est-ce qu'il y a un problème de son? Oui, Rosbeh, si tu pouvais parler plus fort et plus près de ton micro. Ok, Merci. Je vais parler directement par moi. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est mieux, merci. Ok, parfait. Donc, les trois objectifs les plus importants sont rassembler les cliniciens et les chercheurs, parce qu'on a des cliniciens qui travaillent dans les hôpitaux, et aussi les chercheurs qui travaillent dans les domaines universitaires. Donc, on va trouver un rassemblement, on va faire un rassemblement entre les chercheurs et les cliniciens, et aussi les patients qui souffrent de la maladie de Parkinson, pour créer une base de données, une banque de données. Mais dans cette banque de données ou dans cette base de données, on va avoir le registre de participants. Le registre est une banque de participants qui centralise des personnes atteintes de la maladie de Parkinson et souhaitant participer à des projets de recherche. Donc, on a des gens qui veulent participer, qui désirent participer dans la recherche. Donc, on a un registre de participants pour ces gens-là. Et aussi, après une évaluation ou après plusieurs évaluations, on va avoir une banque de données qui consiste de données cliniques, comportementaux et aussi données imagerie, neuropsychologiques ou du sommeil. Et finalement, on a une troisième partie de notre banque de données qui est de l'analyse de matériel biologique. Ils seront stockés dans la biobanque de Réseau Parkinson Québec et aussi de MNI ou Montreal Neurological Institute à McGill. Mais comme vous le savez, la maladie de Parkinson est une maladie multifactorielle, c'est-à-dire qu'il y a une interaction entre les facteurs génétiques et aussi environnementaux. Donc, c'est pour ça qu'il faut examiner
et cela de différentes perspectives. C'est la raison pour laquelle on a décidé d'avoir 3 axes de recherche. Le premier axe, c'est axe de recherche clinique et traitement, qui est centré sur les symptômes moteurs de maladie Parkinson. Et deuxième axe, c'est l'axe qui se centre sur les symptômes non moteurs de la maladie. Comme vous le savez, peut-être la maladie de Parkinson n'a pas justement les problèmes moteurs, mais il y a des problèmes qui sont associés à des problèmes neurocognitifs et psychiatriques. Alors, la deuxième axe, c'est symptômes non moteurs de la maladie. Et la troisième, qui se centre sur la biologie moléculaire et cellulaire. C'est pour exploration spécifique et attentive de mécanismes cellulaires et moléculaires qui sous-tendent les causes de la maladie Parkinson. OK. Prochaine suivante. Oui. Mais j'ai expliqué toute la structure de notre réseau, mais comment ça marche pour produire les résultats qui sont utiles pour le chercheur. On a 3 phases, ou 3 étapes. La première étape, c'est recrutement. Et ensuite, on a plusieurs évaluations et finalement, stockage de données. Mais quand on stocke des données, on peut donner accès aux chercheurs pour utiliser les données dans ces domaines de recherche. Mais premièrement, c'est le recrutement. Pour le recrutement, on a un lien sur notre site Internet. Vous pouvez vous enregistrer dans notre registraire. Et un de nos assistants de recherche va vous rappeler pour vous poser des questions et pour vous demander de remplir les questionnaires démographiques, cliniques et épidémiologiques pour avoir plus d'informations sur votre état clinique. Et après ça, si vous êtes d'accord, vous pouvez participer dans une recherche. Mais avant ça, on a un consentement que vous allez le signer. Mais pour évaluation, on a différents types d'évaluation. Comme j'ai déjà dit, on a besoin des données cliniques. Donc, pour les données cliniques, on a une prise de sang qui va durer comme une dizaine ou 15 minutes. Une évaluation motrice pour trouver les complexités de motricité qui sont associées à la maladie de Parkinson. Et un test neuropsychologique, un test très, très court de neuropsychologie qui s'appelle MoCA. Mais dépendant de notre site, parce qu'on a quatre différents sites, dépendant de notre site, on peut avoir deux ou trois autres évaluations, comme évaluation neuropsychologique, IRM et LAMEC. Et si vous désirez continuer la recherche, vous pouvez avoir un autre rendez-vous après 12 mois ou 18 mois. Mais donc, on a le recrutement, on a l'évaluation, mais finalement, qu'est-ce qui produit l'évaluation? C'est les données que vous voyez dans cette diagramme-là. On a des données cliniques, épidémiologiques, neuropsychologiques ou comportementales, les données d'imagerie du cerveau et les données qui sont plus génétiques ou biologiques. Et avant ça, oui. Donc, les données sont prêtes, le recrutement, l'évaluation et les données. Les données sont prêtes pour être utilisées par les chercheurs et les cliniciens. Dans ce diagramme
ce diagramme, vous pouvez remarquer qu'il y a il y a beaucoup de participants qui veulent participer dans notre registre participants, comme par exemple, si vous comparez le 2014 avec 2021, vous voyez qu'il y avait beaucoup de participants en octobre 2021. Et aussi, on a des projets de recherche qui sont soutenus par Réseau Parkinson Québec. Par exemple, en octobre 2021, on avait 105 projets de recherche qui sont soutenus par le réseau ou qui ont utilisé les données qu'on a déjà produites dans on a déjà stocké dans notre banque. Et vous voyez ici les différentes universités à travers le Québec, l'Université McGill, l'Université de Laval à Québec, et aussi l'Université de Québec à Montréal, UQAM, UQTR, et aussi l'Université de Montréal. Oui, prochaine diapo. Et finalement, je veux juste vous donner une idée de structure de notre réseau RPQ. J'ai déjà dit qu'on a en collaboration avec d'autres équipes de recherche et aussi d'autres banques de données, comme par exemple CIBI, qui est la banque de données biologique, neuropsychologique et imagerie à Montréal. On travaille en synergie. Et aussi CIOPEN, qui est comme un modèle national de réseau Parkinson Québec. Donc, il vient de commencer à travailler depuis 2020. Et on collabore pour partager les données entre CIOPEN, CIBI et RPQ pour avoir une banque de données plus grande pour faciliter la recherche et aussi pour faciliter la collaboration entre les chercheurs, les cliniciens et les participants. Et je pense que la dernière diapositive, oui, vous voyez notre belle équipe, notre directeur, Dr. Font, et Nicolas Dupré, notre co-directeur, et aussi quelqu'un qui est le gestionnaire de les assistants de recherche et aussi les différentes associations ou collaborations qu'on a avec différentes équipes de recherche. Merci. Je te remercie, Rosbé. C'était une très bonne présentation. Malheureusement, le son a pas été toujours très clair. Ce que je ferai, je reprendrai les points essentiels de la présentation dans la période de questions et puis je te reposerai les questions, Rosbé, pour m'assurer que tout le monde comprend bien les points essentiels de ta partie. Merci beaucoup. Merci. Donc, vous le comprendrez, les patients et les proches aidants sont au cœur de l'avancée de la recherche. Au Québec, on a un fantastique réseau qui est le réseau Parkinson Québec, qui est le rassemblement de tous les chercheurs au Québec qui travaillent sur la maladie de Parkinson. C'est tellement un bon modèle que c'est un modèle qui a été répliqué, comme Roswell disait, l'année dernière sur l'ensemble du Canada. Ce modèle-là fonctionne très bien depuis plus de 10 ans. Vous avez vu le nombre de gens qui participent à ce programme, c'est juste incroyable, la croissance. Et puis le nombre de publications, c'est vraiment le nombre de nouvelles connaissances que ce réseau a permis de générer. Et c'est des connaissances qui sont non seulement disponibles pour les chercheurs québécois, mais également pour les chercheurs canadiens et de l'ensemble du monde entier.
Il y a des très bonnes questions qui se passent dans le chat. Je vous engage à continuer à les poser. Je vais les adresser à la fin de la période de présentation. Beaucoup de ces questions, d'ailleurs, sont relatives à la participation aux essais cliniques et beaucoup de gens s'interrogent sur leur participation potentielle et évoquent naturellement beaucoup de barrières ou il y a beaucoup de raisons en fait de ne pas vouloir participer aux essais cliniques. Il se trouve qu'au Canada, on a une chercheuse qui elle-même vit avec la maladie de Parkinson et qui a évalué ce problème-là. Et elle s'est rendue compte dans un échantillon de près de 250 personnes que la peur primaire ou ce qui ont les patients ou les proches aidants évoquaient le plus fréquemment pour ne pas participer aux essais cliniques, c'était souvent la peur des effets secondaires, dans plus de la moitié des cas. Le changement de la médication. Je vois beaucoup de questions posées sur est-ce que oui ou non je devrais arrêter mes médicaments? Est-ce que mon médicament va être plus efficace, celui que je prends aujourd'hui, ou est-ce que ça va être celui dans l'étude? Dans chaque étude, il faut savoir on compare les médicaments le plus souvent à des placebos. Donc, beaucoup de gens ont une peur de prendre un placebo. Il faut savoir que ces placebos sont souvent pris en concomitance, ça veut dire en même temps avec la médication usuelle, avec la levodopa. Certains protocoles, eux, proposent vraiment d'y aller direct, c'est-à-dire avec le nouveau médicament, mais souvent ce sont des compléments. Certaines personnes ont peur que ça crée un bouleversement dans leur vie. Beaucoup de personnes ont peur également des coûts qui peuvent être engendrés par l'essai clinique et des personnes ont également peur de ne pas avoir accès à l'information de manière compréhensible sur ce à quoi ils s'engagent en prenant part à des essais cliniques. Comme je vous le disais, il y a aussi beaucoup de manque de clarté sur ce qui pourrait se passer en cas de problème. Tous ces points-là, ou disons que la grande majeure partie de ces raisons de ne pas participer à un essai clinique peuvent être adressées directement par votre neurologue ou par l'équipe de recherche. Ce sont vos deux ressources qui sont capables de vous expliquer correctement l'essai clinique, vous expliquer correctement ce qui va advenir de votre médication, des chances de prendre un placebo ou la molécule active, mais qui va également vous permettre d'avoir un suivi sur ce qui se passe avec votre essai et des retombées potentielles de cet essai clinique. Imaginons que vous êtes dans un essai, la molécule est en phase 2 et elle passe en phase 3. C'est l'équipe de recherche clinique qui va vous appeler, vous tenir au courant de cette bonne nouvelle et potentiellement vous proposer de continuer sur le médicament. Ou imaginons que vous êtes en phase 3, donc la dernière phase de développement de médicaments, vous preniez la molécule active, peut-être une chance sur deux, et là, le laboratoire pharmaceutique pourrait vous proposer de continuer sur cette molécule, même si cette molécule n'est pas encore disponible sur le marché. Effectivement, donc votre neurologue ne connaît pas tous les projets de recherche clinique qui sont disponibles au Québec. C'est pour ça que c'est important de s'inscrire dans le registre du réseau Parkinson Québec. Ce registre, c'est un registre de chercheurs académiques qui vont vous donner accès à l'ensemble des programmes disponibles selon vos souhaits. Parce que comme vous l'avez vu au début de ma présentation, il existe des recherches invasives, comme avec des médicaments, ou de l'imagerie invasive, mais il existe aussi des projets qui ne sont pas du tout invasifs, qui sont juste de l'imagerie non invasive
ou des projets complètement épidémiologiques. Ça, c'est vos préférences à vous. Mais vous pouvez en parler avec les gens qui sont les plus compétents, qui sont votre neurologue et des spécialistes de la recherche du réseau Parkinson Québec. Donc, je vais vous le répéter encore une fois et une dernière fois à la fin de cette conférence. À la fin de cette conférence ou dans les quelques jours qui suivent, vous allez recevoir un courriel qui vous demandera si vous souhaitez participer à des projets de recherche avec le réseau Parkinson Québec. Vous n'aurez qu'à nous transmettre vos informations et on les enverra de manière sécuritaire vers le réseau Parkinson Québec. À ce moment-là, le réseau Parkinson Québec rentrera en contact avec vous pour évaluer si oui ou non vous souhaitez participer à plusieurs projets et eux vous présenteront tous les projets qu'ils ont en cours actuellement. Je répète bien une chose, c'est les gens qui vivent avec la maladie peuvent participer, mais les proches aidants ou les proches tout simplement peuvent également participer. Le réseau Parkinson Québec a notamment vraiment besoin de beaucoup de proches aidants pour établir des contrôles, des gens qui permettent de créer un contraste, de voir c'est quoi la différence entre un vieillissement naturel de cerveau et un vieillissement qui est lié à la maladie de Parkinson. Donc, naturellement, tous ces programmes s'adressent aux personnes qui vivent au Québec. Maintenant, j'aimerais inviter une personne qui elle-même a participé à plusieurs projets de recherche et qui va nous donner sa perspective sur sa participation et je n'ai rien d'autre à faire de mieux que t'inviter, Wes, à prendre la parole. Bonjour tout le monde. Merci Romain. Pour Est-ce que moi, Wes, c'est... excuse-moi Wes, est-ce que tu pourrais allumer ta caméra, s'il te plaît? Ah oui, c'est mieux. Excellent, merci beaucoup Wes. OK. Donc, pourrais-tu Donc, nous parler de quel genre de projet de recherche, à quel genre de projet de recherche tu as participé? OK. Ben juste pour le contexte, moi, j'aime beaucoup l'exploration et la découverte de produits, services innovateurs, même à 74 ans. Je travaille sur 2 projets innovateurs sans faire de l'argent, mais parce que j'aime. Et puis, le fait de me lancer dans des projets de recherche m'intéresse beaucoup. J'ai fait 3 projets. Un, c'est l'étude de sondage de stockage de données que Roosevelt nous a présenté, qui était prise de sang, des genres de jeux, et puis une évaluation physique qui a pris peut-être 2 heures en total. J'ai fait aussi une étude d'apnée qui a demandé pendant 3 mois que je mets des machins sur mon nez pour le garder ouvert pendant la nuit. Et il y avait comme une étude de la nuit où j'avais comme une centaine de sondes collées sur moi. J'ai pris une belle photo. Et à la fin aussi. Et aussi, j'ai fait ou je continue à faire une étude sur la marche qui est faite par les mêmes gens qui présentent les 10 petits vidéos sur comment bien marcher et
ils ont ajouté, ils m'ont donné aussi une appareil que je mets sur mon soulier près de ma cheville qui fait clic, clic, clic quand je marche bien. Et dans peut-être 6 semaines, je reviens à pouvoir marcher en équilibre assez bien, que j'avais perdu énormément pendant les dernières 2 ans. Ça fait 14 mois que je suis diagnostiqué avec le Parkinson. Et c'est à cause surtout mes problèmes de marche et tremblement de ma main du côté gauche. Donc, c'est les 3 projets que je fais. Qu'est-ce que j'aime avec ça, c'est que comparément aux transactions très, très vite qu'on a avec le personnel de santé, c'est les contacts plus longs, plus profonds avec les gens qui travaillent dans le domaine du Parkinson. Et puis, j'ai eu beaucoup de belles échanges. Aussi, je peux apprendre des choses qui m'aident immédiatement, comme la marche. C'était fantastique et comme j'ai visionné les 10 vidéos qui sont données par Parkinson Québec et qu'est-ce que j'ai reçu, surtout comme j'avais 1 heure et demie de rencontre au début avec Ahmed qui est en charge du projet. Il m'a donné l'appareil, on a fait des marches dans l'hôpital et puis il est venu même chez nous 2 fois pour marcher avec moi. Et puis à l'intérieur de 2 semaines, j'avais comme la moitié de ma capacité de marche et j'adore marcher. Et ça fait peut-être maintenant 8 semaines et je dirais que j'ai regagné 95% de ma capacité que j'avais avant et je suis c'est fantastique quoi. Donc j'apprends des choses qui m'aident immédiatement. Même l'étude d'apnée, ma considération, c'est que je disais je ne crois pas que j'ai l'apnée et j'ai fait le premier test de laboratoire de sommeil pendant la nuit, puis ils ont dit oui, c'est bien. Même j'ai rappelé 2 fois, j'ai dit, vous êtes sûr que j'ai de l'apnée? Et ils ont dit ça n'a pas d'importance. Allez-y, faites-le. Donc j'ai fait, c'était rien vraiment à faire, c'était 5 minutes pour mettre le machin sur mon nez et c'était facile. Et qu'est-ce que j'ai appris, c'était que en gardant mes narines ouvertes, je pouvais bien respirer toute la nuit. Qu'avant, j'avais il collait, ça séchait, et puis il fallait que je me mouche le nez, et je dormais pas aussi bien qu'avec ces narines, des collants narines. Et puis, même, je continue à les utiliser. Je crois que c'est un peu à cause du fait qu'à 10 ans, mon nez a rencontré une perle de neige et ça a écrasé tous les cartilages. Et pendant 10 ans, avant qu'ils étaient ouverts par une chirurgie, ils étaient écrasés. Donc, j'ai appris à respirer par ma bouche. Et donc, la chirurgie n'était pas 100% efficace. Donc, c'était quelque chose inattendu que l'étude que je pensais pas être un bon cobaye m'a apporté beaucoup. Donc, si je comprends bien, Wes, ce qui te motive, ou maintenant que tu as fait ces 3 projets, les 3 éléments que je retiens de ce que tu me dis, c'est je suis quelqu'un de curieux et j'aime l'innovation. La deuxième chose, c'est il te semble avoir accès à des soins plus pointus
est plus disponible dans un environnement de recherche que dans le réseau de la santé et que même pour un projet où finalement tu te sentais pas un bon candidat, finalement tu te retrouves à découvrir des nouvelles choses sur toi-même et Oui, avoir un résultat immédiat. c'est des expériences inouïes avec un personnel qui sont intéressés et qui ont le temps de passer avec moi pour vraiment m'aider à voir si je peux, dans ce cas, c'est de réduire les symptômes de la Ouais. maladie. Dis-moi, Wes, est-ce que tu aurais, déjà, je vais te demander de faire un effort pour parler une pointe plus fort et je vais te demander quel genre d'encouragement tu pourrais donner à quelqu'un qui hésite à Mais participer. comme par exemple, ma neurologue m'a demandé il y a la dernière rencontre avec elle si je voulais faire des études sur les médicaments. Et comme la plus grande affaire, c'est comme avec les gens disent, pour moi, c'était toujours, même avant que j'aie le diagnostic de Parkinson, je prenais aucun médicament. Et je voulais pas parce que j'aimais pas les effets secondaires potentiels. Et donc, j'ai dit non. Mais j'ai changé d'avis à cause de l'effet bénéfique que le levodopa me donne. Et j'ai décidé que c'est seulement les médicaments, je crois, qui peuvent guérir la maladie. Et le reste, c'est plutôt de réduire les symptômes. Donc, j'ai décidé, même si ça crée des effets secondaires nuisibles, j'accepte. Et ça me fait un peu peur, mais c'est correct. Donc, c'est quelque chose que tu envisages. Donc, la recherche, donc on comprend que tu as déjà fait de la recherche sur des technologies d'assistance, que ce soit à la marche ou à la lutte contre l'apnée du sommeil. Mais aujourd'hui, tu es prêt même à envisager de participer à de la recherche sur des médicaments qui pourraient éventuellement changer le cours de la maladie. Oui, et même il y a l'année passée, avant mon diagnostic, j'avais vu un documentaire sur, je pense que c'était 2 heures, deux épisodes, et qu'il y avait une quinzaine de personnes en Angleterre qui utilisaient, ils étaient cobayes pour un nouveau médicament. Et c'était très intéressant, les effets. Il y en avait qui, c'était comme un changement presque 90%, puis il y a d'autres qui c'était moindre, mais c'était très intéressant. Et puis, surtout, leur ressenti de faire partie de cette étude. En fait, effectivement, c'est un documentaire très touchant. Ce que tu soulignes, c'est très, très important. C'est quelque chose que beaucoup de participants à la recherche soulignent, c'est cette impression de faire partie de quelque chose de plus grand que soi et de contribuer. C'est ce qu'on nous rapporte le plus, en fait, cette notion de contribution, d'appartenir à cette communauté, mais également, comme toi, tu le rapportais, c'est finalement prendre un peu plus de contrôle dans la gestion de sa maladie. C'est vraiment intéressant. Je te Ouais, remercie, c'est Wes. pour moi, c'est je veux pas me sentir victime. Euh, et j'ai pas eu de rage contre la maladie. C'est quelque chose qui m'arrive et puis je conçois ma vie avec et il y a des choses qui tombent du ciel Ok. qui Donc, m'aident. ce que je comprends, c'est que finalement, quand tu me dis je ne suis pas une victime de la maladie, est-ce que faire partie de la recherche, ça fait partie d'être un peu plus acteur? Est-ce que tu es plus acteur toi-même sur la maladie plutôt que la maladie agit sur toi?
Ben, pour moi, c'est tout est pour le bon. Euh, et la pire situation dans ma vie était la meilleure, finalement. Et Mhm. j'accepte et j'essaie d'apprendre qu'est-ce qu'elle m'apporte. Et je danse avec elle. Ouais, très, très, très belle image. Merci, Wes. Ce que je vais faire maintenant, je vais poser quelques questions à Rosbeth pour justement revenir sur sa présentation. Euh, et ensuite, et je vais également répondre aux questions qui sont dans le chat. Ensuite, j'ouvrirai le micro pour quelques questions avant de vous laisser. Donc, question très, très, très fréquente, Rosbey. Est-ce que les gens peuvent participer à tes protocoles d'études quand ils ne demeurent pas à Montréal? Rosbey, je vais te demander de remettre ton micro et de parler bien fort, s'il te plaît. Tu m'entends? Pour les gens qui ne sont pas à Montréal, en fait, on a 4 sites de réseau Parkinson Québec. 2 sites à Montréal, Université de Montréal, CHUM et aussi McGill, surtout à McGill, à MNI. Mais on a deux autres centres ou 2 autres sites à Lévis et aussi à Québec. OK. Les 4 sites de réseau Parkinson Québec pour vous accueillir, pour participer dans le recherche. D'accord. Dis-toi, pourrais-tu nous réexpliquer, mais vraiment en parlant bien fort, Mhm. pourquoi on a également besoin de proches aidants dans la recherche? Oui, c'est vraiment une bonne question. Euh, En fait, pour trouver le meilleur résultat, on a besoin de comparaison. Si on ne peut pas comparer, on ne peut pas trouver les bons résultats. Donc, on a besoin de gens qui n'ont pas la maladie de Parkinson. On les appelle les témoins ou les contrôles. Les participants qui n'ont pas de maladie et qui sont en bonne santé, justement pour comparer. Mhm. Par exemple, les frères et les sœurs, pour trouver les causes génétiques. Et aussi les couples, par exemple, les conjointes, pour trouver les causes environnementales. Donc, c'est vraiment, vraiment important pour nous d'avoir les participants qui n'ont pas la maladie Parkinson. Donc, oui, les contrôles sont aussi considérés comme les participants potentiels dans la recherche. Ok, très bien. Dis-moi, j'ai beaucoup de questions qui concernent le partage des informations. Mhm. Euh, Notamment, les gens au Québec se posent la question, c'est bien beau, on a une super infrastructure de recherche au Québec. Oui. Comment cette masse d'informations contribue à l'accroissement de la recherche mondiale ou canadienne? Euh, Au niveau national, je peux vous expliquer un peu à travers le Canada. En fait, le réseau Parkinson Québec comme j'ai déjà dit, a commencé à travailler il y a 7 ou 8 ans. Mais heureusement, euh, d'autres équipes de recherche à travers le Canada, par exemple à l'Université de Vancouver, Colombie-Britannique, l'Université d'Ottawa, Calgary, Toronto, je pense qu'il y a
8 sites qui fait un ensemble, une équipe de recherche nationale pour partager toutes les données à travers le Canada. Donc, on partage, comme j'ai déjà dit dans la dernière diapositive, on collabore avec COPEN ou Réseau Parkinson canadien ouvert et aussi CBIC, la banque de données de Noro ou AMNI. Donc, c'est une banque à l'échelle nationale à travers le Canada pour partager toutes les données de notre évaluation avec notre équipe de recherche. Et aussi, comme j'ai déjà dit, aussi à travers le Québec, on a 4 sites. Donc, je pense que dans le futur, on va avoir aussi plusieurs autres centres de recherche qui vont joindre l'équipe de recherche aussi. OK. Dis-moi, tu me parles du partage des données, etc. Est-ce que les chercheurs ont accès aux informations personnelles? Non, pas du tout. Non, donc les gens n'ont pas accès. Comment vous faites pour protéger en fait les données? Donc, on a différents niveaux comment on dit, sécurité. Donc, on a un registre de participants avec les informations personnelles, les données personnelles des gens qui veulent participer dans la recherche. Mais celui-ci n'est pas partagé avec les chercheurs. C'est justement les codes de participants. Donc, on a des informations ou des données qui sont codées et tous les participants ont un code qui peut être utilisé dans la recherche et les chercheurs ou les cliniciens ne peuvent pas avoir un accès sur les données ou les résultats d'évaluation des participants. D'accord. Et on est vraiment, c'est un des plus importants points pour nous, de ne pas partager les informations. J'ai plusieurs questions, donc il y en a une à laquelle je vais répondre, c'est est-ce qu'il existe des études qui ne concernent pas les médicaments expérimentaux? Clairement, il y a beaucoup d'études qui ne concernent pas ces médicaments. Dis-moi, selon toi, Rosebé, c'est quoi les perspectives d'avenir en recherche sur la maladie de Parkinson? Pour cette question qui est vraiment une bonne question, surtout pour les gens qui ont participé dans cette webinaire. Peut-être, je peux dire qu'il va y avoir 3 différentes perspectives. La première, selon moi, c'est la technologie, l'utilisation de technologies, les informatiques, et aussi comme par exemple les projets wearable pour observer tous les changements des patients pendant les activités quotidiennes. C'est quelque chose qui peut nous donner plus d'informations, aussi les informations qui sont plus précises. Et une autre chose qui est vraiment importante, c'est la science ouverte et qui nous donne la possibilité de partager les données et les résultats de notre évaluation avec tous les chercheurs ou toutes les équipes de recherche qui travaillent sur la maladie, soit au Canada, soit international. Et une autre chose qui peut être un peu, je pense que c'est un peu tôt, mais peut-être intéressant pour les gens, c'est modification de gènes ou génétique par CRISPR ou CRISPR-Cas9. On a un centre de recherche
Menai et les chercheurs de cette centre de recherche en train de trouver une façon pour corriger ou modifier les gènes qui sont potentiellement la cause de maladie Parkinson. Ok, merci beaucoup, Rose Bay. Juste parce que c'était pas clair, je vais les répéter, les trois axes que tu nous as donnés, trois grandes perspectives d'avenir. Une meilleure surveillance grâce à des outils intelligents et connectés, comme qu'on appelle en anglais les wearables, donc un espèce de chandail qui, par exemple, pourrait retransmettre la façon dont vous tremblez, vous avez de la dyskinésie. La deuxième grand axe de recherche, c'est le partage des données avec la science ouverte. Et puis le troisième, un exemple qui se développe pour l'instant à McGill, qui est la thérapie génique, où justement on essaye de réparer des mutations géniques sur les gènes des cellules qui sont malades. Je prends une dernière question qui pose des questions sur la recherche sur l'implantation, stimulation cérébrale. C'est également un domaine qui est très évalué, puisque vous pouvez imaginer que autant la recherche pharmaceutique cherche à faire de l'argent avec ses médicaments, la recherche, les industries technologiques cherchent également à développer toujours de meilleurs produits pour obtenir de meilleurs résultats en termes de stimulation neurocérébrale. Donc, il existe beaucoup de recherches en cours dans ce domaine, notamment dans le domaine de trouver les meilleures fréquences de stimulation, trouver les meilleures zones de stimulation. C'est vraiment là également, on pourrait faire un webinaire en entier, puis probablement c'est ce qu'on fera prochainement. Donc écoutez, je vous remercie à tous d'avoir suivi ce webinaire sur les avancées de la recherche sur le Parkinson. Je vous rappelle que dans quelques jours, vous recevrez un courriel qui contient un questionnaire qui vous demande si vous êtes intéressé à participer à des projets de recherche. J'espère que vous avez apprécié ce webinaire et que vous serez nombreux à vouloir contribuer à l'avancement de la recherche. Lors du prochain webinaire au mois de janvier 2022, on aura la chance de recevoir la chercheuse Vi Nguyen Mohamed qui travaille sur la fabrication de cerveaux en miniature. C'est vraiment incroyable. En plus, on aura la chance de visiter en direct son laboratoire de